Voilà les amis, avant de poursuivre l'émission d'aujourd'hui, je voudrais juste proposer un tout petit jeu. À la fin de cette vidéo, il y a une petite chanson. Alors, on dit souvent que les Africains ont du rythme dans le sang. Mais moi, je vous défie. Regardez bien parmi les enfants qui sont devant, qui dansent devant là. Vous allez voir une fille qui n'est pas dans le rythme du tout, du tout, du tout. Est-ce que vous pouvez la repérer? Voilà, c'est un jeu que je vous propose. Bonjour les amis. Le colloque interdisciplinaire d'Ngandanjika, convoqué par M. l'abbé Chibaka, le recteur, avait pour thème le village et l'avenir de l'Afrique noire. Comme si on se posait la question, est-ce que le village peut apporter quelque chose à l'Afrique noire? Parmi les orateurs, aujourd'hui je vais vous parler de deux. Adrien Munyoka et M. Makolo Moussoasso. Adrien a exploité une chanson dans laquelle on sent que la ville est décrite comme un endroit de coups bas, de médisance. Et la dame qui chante, elle est tellement malheureuse qu'elle finalement elle se dit « J'en ai marre de la ville. Autant aller au village, chercher quelqu'un du village et en faire un ami, plutôt que de me disputer ici avec les gens de la ville qui sont déjà un peu dans la dépravation. » C'est ce que je retiens. Alors, est-ce que cette manière de voir les choses répond à la question du colloque, le village et l'avenir de l'Afrique noire? C'est pour dire que dans le village, il y a des valeurs et ces valeurs peuvent être apportées à la ville. On peut s'enrichir des villages aussi. Monsieur Makolo, dans ce qu'il a dit, je voudrais épingler un point. C'est qu'il trouve lui aussi que la ville peut apporter au village. On ne va pas se leurrer. Le village, c'est parfois l'endroit de l'obscurantisme. Et M. Makolo trouve qu'il faut éduquer le villageois. Il faut lui apprendre certaines choses. Il faut surtout développer son esprit critique. Alors, le village et l'avenir de l'Afrique noire, oui, il n'y a pas opposition. Il y a des richesses de part et d'autre. Parfois, les gens nous posent des questions. Monsieur Chibanda, on aurait bien voulu te voir dans telle manifestation dans la rue, on ne t'a pas vu. J'ai souvent l'habitude de répondre que on peut se battre pour son pays, on peut se battre pour l'humanité, mais on n'a pas les mêmes armes. Je vous assure que la littérature peut aider un pays. La littérature peut mener un combat, mais avec la plume. Dessus, j'ai décidé d'interroger le professeur Makolo pour qu'il nous dise, lui, en quoi est-ce que la littérature peut être utile au développement d'un pays. Bonjour, professeur Makolo. Bonjour, Pichibanda Wamwela Bujitu. J'ai beaucoup aimé la conférence que vous avez faite ce matin, parce que c'était une conférence potable pour tout le monde. Donc tu pouvais avoir dans la salle tout le monde, ça passait bien. Maintenant je pose une question précise. Tu as parlé de l'importance de la littérature. Oui. En quoi est-ce que la littérature peut apporter quelque chose au développement d'un pays? Voilà, je tiens d'abord à vous remercier aussi pour votre intervention, pour ce que vous avez apporté en tant que psychologue, mais pour ce que vous avez apporté, mais aussi pour ce que vous avez apporté comme homme de culture. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et c'était une joie aussi de vous rencontrer physiquement, car
Au niveau de l'écriture, je vous ai déjà rencontré et j'ai partagé le contenu de vos œuvres avec d'autres personnes, notamment les étudiants qui ont même fait des travaux là-dessus. Merci. En ce qui concerne la littérature, nous pouvons dire que la littérature n'agit pas directement comme un ordre que l'on donnerait à quelqu'un d'ouvrir une porte, de sortir et il obéirait. La littérature est indirecte dans ce sens qu'elle agit sur la conscience. Elle touche la conscience et quand elle a touché la conscience, l'homme qui a pris conscience de ce qu'il doit faire, il peut alors agir soit sur lui, soit sur l'autre, soit sur le monde. Alors c'est dans ce sens que la littérature peut contribuer au développement d'un pays en amenant d'abord à la prise de conscience. Mais à la fin de votre conférence, vous aviez l'air un tout petit peu amer, c'est-à-dire il y a eu comme un regret quand tu penses à la politique du livre dans notre pays. Je vois que vous êtes un psychologue. C'est plus qu'un regret, c'est une souffrance. Ouais. Nous avons travaillé avec, dans le cadre de l'édition dans notre pays, j'ai dirigé l'Association nationale des éditeurs du livre. Dans ce cadre, j'ai toutes voyager. J'ai été en Europe aussi bien qu'en Afrique, dans des conférences organisées par l'OIF. Dans toutes ces conférences, surtout autour du livre, il disait il n'y a pas d'autre solution que la politique nationale du livre. Quels sont les pays qui ont la politique nationale des livres? En Afrique, ils ne sont pas nombreux. Ouais. Qui n'ont pas cette politique-là, et parmi ceux qui n'ont pas de politique nationale du livre, il y a mon pays, la République démocratique du Congo. Et j'étais président de l'association des éditeurs. Alors ce que je devais faire, c'est amener à la prise de conscience que nous devons absolument élaborer un projet qui arrivera jusqu'au Parlement. Alors c'est ce que nous avons pu faire. Une première fois en 2006 avec l'aide, l'appui de l'ambassade de France, et une deuxième fois avec la collaboration, l'appui de Wallonie-Bruxelles. Alors nous avons même publié un document intitulé pour accéder aux livres en République démocratique du Congo. Toutes les études sont là-dedans, même des projets d'articles, point après point, pour faciliter le travail des parlementaires. Mais malgré cela, à l'Assemblée nationale du temps de Minakou, personne n'a accusé réception de ce document. Le président Kengo au Sénat avait eu au moins l'amabilité de nous recevoir et de prendre le document en disant il le confiera à un homme de confiance. Il l'a fait, mais personne n'a adopté, n'a endossé pour pouvoir en parler. D'accord. Voilà. Donc, sans cette politique, nous allons continuer à tourniquer. D'accord. Aussi moi que toi, nous sommes au soir de notre vie. Pour moi, le temps de la transmission a sonné. Est-ce que vous vous sentez un devoir de raconter à la postérité, tout en vous souhaitant encore une longévité, votre vie, les péripéties que nous avons connues, les difficultés dans lesquelles nous avons grandi? Je pense que les jeunes peuvent être édifiés si nous leur parlons. Donc, une œuvre autobiographique qui montre votre itinéraire. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tente? Oui. Aujourd'hui, je sens aussi, plus qu'une tentation, c'est un devoir. C'est un devoir. Le problème est de savoir maintenant sous quel angle je vais écrire. Comme j'ai tenté moi-même d'entrer au Parlement, je n'ai pas réussi. J'ai un titre de mon œuvre autobiographique que j'intitulerai Papa député. Parce que c'est ainsi qu'on m'appelait pendant toute la candidature, pendant toute la période, comment ça s'appelle, la période de campagne électorale. Ouais. Et parfois, au-delà de la campagne électorale, alors qu'on a déjà statué là-dessus, le nouveau Parlement a même commencé à siéger, et surtout des enfants, les enfants que j'ai pu aider, les enfants de la rue et d'autres, ils continuaient à m'appeler papa député. Alors je me suis dit, voilà ce qui pourrait être le titre de mon autobiographie.
Professeur, je vais terminer par là et j'ai envie de vous dire, papa député, ne désespérons pas. Qui sait si dans l'avenir, ce vœu-là ne va pas se réaliser. Je vous le souhaite de tout cœur. Oui, mettons tout ça entre le mains de Dieu. Merci beaucoup, prof. C'est moi qui vous remercie infiniment. Voilà, ciao. Voilà, j'espère que les messages de nos amis, les deux professeurs, ces messages, vous les avez bien captés, vous les avez bien compris. À la prochaine.